C'était mon idée d'aller en Belgique, même si ni elle ni moi n'avions le moindre lien profond avec ce pays. Nous voulions un endroit froid et silencieux pour le mois d'octobre, et Gand avait la réputation d'offrir de beaux canaux, un charme médiéval et bien moins de touristes que Bruges. Nous avions réservé un appartement au dernier étage d'une maison mitoyenne du XIXe siècle, rue Veldstraat, une rue élégante et étroite où les vitrines s'éteignaient tôt le soir et où la brume remontait des eaux à la nuit tombée. L'appartement avait des poutres sombres, des plafonds mansardés et curieusement aucun miroir, ni dans la salle de bain ni dans la chambre. L'hôte nous expliqua que trop d'anciens locataires en avaient brisé et qu'il avait fini par ne plus les remplacer. Nous n'y prêtons pas grande attention sur le moment. Nous avions commencé à pratiquer la projection astrale environ 6 mois plus tôt, après avoir trouvé par hasard une collection de vieilles cassettes de l'Institut Monroe dans une librairie d'occasion en Suède. Au départ, ce n'était qu'une curiosité, un jeu pour les longues nuits d'hiver. Mais bientôt, nous nous étions pris au sérieux. Étude du travail énergétique, des fréquences binaurales, du contrôle du souffle. Nous étions tombés d'accord dès le début. Jamais nous ne tenterions l'expérience séparément. Toujours ensemble, côte à côte, doigts effleurés, un ancrage au cas où le reste se déferait. L'appartement de Gand était parfait pour cela. Froid, immobile, silencieux. Nous avions placé le matelas juste sous la lucarne, où le ciel belge, couvert, diffusait une lumière d'argent terni. Cet après-midi-là, nous nous étions préparés. Rideaux tirés, appareils débranchés, minuteur enclenché par précaution, même si nous n'en avions encore jamais eu besoin. La pluie commença à tomber doucement sur le toit. Une cadence qui semblait synchroniser notre souffle, allongé paume ouverte contre paume ouverte. Je me souviens du moment où tout bascula. Les sons de la pièce s'étirèrent, se déformèrent, ralentirent. Un battement sourd se mit à résonner derrière mes oreilles, puis la légèreté familière monta en moi. Mes mains et mes pieds picotèrent. Ma respiration s'arrêta, sans peur, et nous nous élevâmes. Au début, ce n'était jamais visuel, plutôt une sensation, comme traverser une gaze ou s'enfoncer dans un silence plus dense. Puis l'image se forma, la chambre, indistincte, comme vue à travers un verre enfumé. Nos corps reposaient immobiles sur le matelas. L'air autour de nous vibrait faiblement. Elle me tendit la main la première, non pas physiquement, mais par ce lien étrange que nous ressentions toujours dans cet état. Une traction, non brutale, mais ferme. Je la suivis. L'appartement avait changé. Les formes étaient les mêmes, mais les couleurs s'étaient effacées. Les murs s'étaient ternis, les coins s'étaient assombris. Les ombres, sous les poutres, s'étiraient, touchant le sol comme des doigts. Il n'y avait plus de pluie sur la lucarne. Seulement un bourdonnement sourd qui venait des angles, comme de l'air aspiré par des conduits invisibles. Elle désigna la porte, celle qui depuis notre arrivée était restée verrouillée. Elle se trouvait juste après la petite cuisine, une mince porte de bois à poignée de fer noir. Nous avions interrogé l'hôte. Il s'agissait d'un vieil escalier condamné, vestige de la maison d'origine, désormais inutilisé. Dans cet état, la porte était ouverte. Nous franchîmes le seuil. Le bois céda place à la pierre. Sombre, marqué de suie, et un escalier en colimaçon s'enfonça devant nous. La température chuta, non sur la peau, mais dans nos esprits. Une lente engourdissement recouvrit mes pensées. Pourtant nous descendîmes. Chaque pas résonnait d'un écho étrange, qui revenait, décalé, déformé. L'escalier semblait interminable. Il s'enroulait comme un tunnel creusé dans le temps. Les murs portaient des marques, spirales, triangles entrelacés, glyphes gravés dans la pierre humide. Pas de peinture, de la gravure. Ancienne. Les marches menaient à une salle, une chambre circulaire. Le sol, mosaïque de carreaux noirs et gris brisés. L'air y ondulait d'une chaleur qui ne brûlait pas. Au centre, un cercle de sel, troublé, et quelque chose accroupi en son sein. Nous ne nous approchâmes pas. Impossible. Ma vision se resserra, comme dans un tunnel. La silhouette n'était ni immobile ni mouvante, comme figée entre deux instants. Elle pulsait. Je sentis qu'elle aussi percevait la dissonance.
Un froid nous traversa. Je tendis vers son esprit, vers ce fil qui nous reliait toujours, mais il semblait tendu, fragile, comme une corde au tranchant d'une lame. La chose leva la tête. Pas de visage, seulement l'ombre d'un, comme un masque plongé dans l'encre. Elle nous traversa du regard, et je compris alors, nous étions allés trop loin. Cet endroit n'était pas de notre choix. Nous n'y étions pas venus. Nous y avions été attirés. Le bourdonnement enfla. La salle vibra. Des fissures apparurent le long du cercle de sel. La chose bougea, à peine, mais assez. Le mur derrière elle commença à se décoller, non à s'effriter, mais à se peler comme du papier humide. Derrière, un vide. Une absence de lumière si totale qu'elle faisait mal aux yeux. L'obscurité avait du poids. Une présence. Nous fîmes volte-face, l'instinct prenant le pas sur tout le reste, et fuyons l'escalier. Les marches pliaient sous nos pieds, molles, spongieuses, retenant notre retour. L'air s'épaississait. Je voulus crier, non par peur, mais pour la retrouver, pour tendre le fil entre nous. Mais le son n'avait pas sa place ici. Il s'effondrait avant de naître. En haut, la porte n'était plus ouverte. Nous flottions, luttions, vers son contour, de retour dans l'appartement, déjà changé encore. Il n'était plus le nôtre. Le matelas était là, nos corps toujours étendus dessus, mais la pièce avait basculé. Les poutres, au-dessus, étaient calcinées. Les murs tachés. Les fenêtres n'ouvraient plus sur la Veldstraat, mais sur des rangées infinies d'immeubles de briques qui s'étiraient à l'horizon, comme une encre étalée. La ville avait disparu. Le monde s'était déformé. Elle tendit la main vers son corps. Je la vis hésiter. Quelque chose se tenait à côté, grand, émacié. Sa tête effleurait la pente du plafond. Sa peau, blanche cendre, ses yeux grands ouverts, sans expression. Il pencha la tête, comme pour l'étudier. Puis moi, à la manière d'un prédateur curieux, avant de décider s'il attaquera. Je me plaçais entre eux, sans savoir ce que cela signifiait dans cet état. Je poussai contre la chose. J'en eus l'intention, et quelque chose céda. Elle pivota, non pas pour fuir. Elle glissa de côté, disparaissant dans les interstices de la chambre. Pas absente, ailleurs. Le bourdonnement s'arrêta. Elle réintégra son corps. Je suivis. Pas d'un seul coup, comme l'eau qui retrouve son niveau. La pression se dissipa. L'air s'éclaircit. Je sentis ma poitrine se soulever. Mes doigts tressaillir. J'ouvris les yeux. La lucarne était au-dessus de moi. La pluie tombait. Elle respirait, yeux grands ouverts, les joues baignées de larmes. Nous ne parlâmes pas. Nous n'écrivâmes rien. Nous restâmes simplement là, longtemps, main dans la main, à nous ancrer l'un l'autre dans l'instant présent. La pluie continuait. Gand nous revenait. Mais quelque chose, lui, ne nous quitta pas. Plus tard dans la nuit, en me brossant les dents dans la salle de bain sans miroir, je crus voir, reflété dans la vitre sombre, un mouvement furtif, un penchement de tête, une silhouette trop grande pour l'encadrement, se baissant pour regarder à l'intérieur. Quand je me retournai, il n'y avait rien. Le lendemain, nous quittâmes l'appartement. Pas d'avis laissé, pas de message à l'hôte, plus jamais de projection. Mais certaines nuits, lorsque la pluie tombe assez doucement et que le silence devient trop immobile, je sens revenir cette légèreté. Comme une question posée dans une langue que je ne connais pas, mais que je comprends pourtant. Et je sais que cette porte, quelle qu'elle est ouverte, ne m'a pas oubliée.